bonjour Geneviève Leguet. Est-ce que vous pouvez Bonjour, bonjour. est-ce que vous pouvez Est-ce- revenir un petit peu sur cette journée du 23 mars à Nice? Quel souvenir vous en avez? mais j'ai un souvenir que je pensais que la passe Garibaldi n'était pas interdite. Ceci dit, si elle avait été interdite, je suis désobéissante, je serais descendue quand même pour le droit de manifester. Comme je l'ai dit, c'est pas pour moi parce que je suis vieille, mais je pense à mes enfants, mes petits-enfants et que cette société qu'on nous met en place, elle est vraiment pas belle. Donc, j'ai manifesté pour ça et puis j'allais partir rejoindre les Gilets jaunes. Quand j'ai vu un cordon de flics se mettre derrière moi, j'ai pas trop compris, c'était des grands costauds. Et puis bon, j'ai flippé 2 secondes et puis je me suis dit, mais non, t'as le drapeau de la paix, tu fais rien de mal. Et je me suis réveillée aux urgences. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont donné un coup de matraque, un coup de bouclier, exactement. En fait, hier, j'ai reçu une photo qui prouve ce que je pense depuis le début, que je me suis écroulée sur moi-même. Et les copains qui étaient autour de moi, personne ne m'a vu tomber, mais ils m'ont tous vu par terre. Et ils ont vu aussi les bavures policières, à savoir que euh, le commissaire Souchi a interdit les street medics, c'est-à-dire des docteurs, des infirmières de m'approcher. Ensuite, il est passé 5 rangées de policiers sur moi. Donc, il y en a qui m'ont enjambé, il y en a qui m'ont donné des coups. Enfin, après, les copains me disent que mon corps n'aurait pas été mis en PLS comme on fait quand il y a un blessé, mais ils m'ont tiré par les pieds, ils m'ont tiré de partout pour faire croire que je m'étais pris les pieds dans une borne. En fait, il y a beaucoup de bavures policières. Donc, les avocats ont du boulot à démontrer tout ça, voilà. Donc, moi, Ouais. je me suis pas vue tomber. Euh, j'ai eu un coup de matraque. Enfin, moi, je dis depuis le début que j'ai eu des points dans la tête, en haut de la tête. Je pense que j'ai eu un très fort coup de matraque qui m'a fait m'écrouler sur moi-même. Ce qui expliquerait aussi, qui était inexplicable, la fracture du coccyx. Oui, parce que en fait, effectivement, il y a énormément de zones d'ombre Oui, euh, oui, tout à autour fait. de ce qui vous est arrivé, puisqu'en fait, dès le lundi, le procureur de la République, Macron et ensuite Estrosi se sont empressés de prendre la parole et de dire qu'il n'y avait pas de lien, en fait, que vous n'aviez pas été touché par le bouclier du policier Dès le dès le samedi, samedi. dès le Voilà, alors samedi. que vous étiez encore aux urgences, qu'on savait même pas Hum, dans quel hum, état hum, hum, vous alliez hum, hum. sortir. Ben, le pronostic vital a été poursuivi jusque donc le week-end et après une semaine après. Hein. Bon, tout ça, je l'ai appris après, mais pendant une semaine, j'avais la tête pleine de sang. Donc, ils ont pris la décision de ne pas m'opérer, et tant mieux. Ils ont pris la décision que ça se résorbe tout seul. Voilà. Donc, D'accord. j'ai retrouvé partiellement la vue il y a 15 jours, mais c'est pas ça parce que les lunettes de vue ne vont plus et j'ai retrouvé une partie de l'ouïe à droite, on va dire 5 sur 10, mais j'ai toujours mal dans la mâchoire et dans l'oreille droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai toujours mal. D'accord. Donc votre état de santé aujourd'hui, c'est celui-ci. Vous avez Ben, des fractures demain, je passe, crâniennes. oui, oui, 5 fractures crâniennes, et demain, je passe un panoramique dentaire pour savoir si la mâchoire elle a été décrochée de l'os, je sais pas, de l'oreille, je sais pas exactement. Voilà. Et vous Mais avez aussi les côtes, 5 côtes fêlées. non, alors ça c'est faux. Ah, Ça ça c'est c'est faux. faux. Alors quand il me disait que j'avais 50 cassés au fêlé, moi je disais que je sentais absolument rien. Donc après on a pensé que c'était à cause de la morphine, comme j'étais sous morphine jusqu'au 3 avril. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont vu que le coccyx était fracturé qu'à partir du 3 parce que les douleurs se sont réveillées. Ce qu'il y a c'est que j'ai eu le coccyx fracturé, le rocher de l'oreille fracturé. J'ai eu 5 fractures traumatisme crânien et maintenant je ne marche pas seule. Voilà. Donc on espère que l'objectif du 15 mai sera le bon, que je remarcherai d'ici là. L'idée c'est de Voilà. sortir de Mais, l'hôpital le 15 mai, d'après votre médecin. ah oui, il est D'accord. en pleine forme parce que là je suis incapable de rentrer chez moi. Je ne tiens D'accord. pas assise, je ne tiens pas debout. En fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que mon cerveau a enregistré l'horizontalité et que maintenant, il veut pas ou il n'arrive pas
à enregistrer la verticalité. Donc, quand je suis debout, c'est comme si j'étais ivre. J'ai le vertige et je ne tiens pas debout seul. D'accord. Et du coup, en fait, si je comprends bien, du coup, la version avancée par à la fois le procureur Emmanuel Macron, comme quoi vous seriez tombé de vous-même et vous seriez frappé la tête sur un poteau, en fait, il n'y a aucune Non, certitude de ça. ça c'est une construction. Ils Voilà. l'ont construit, ça. Je vous ai dit, ils ont même tiré mon corps pour mettre les pieds à côté de cette borne. Mais comme je disais aux gens quand je me suis réveillée, si je m'étais pris les pieds dans une borne, j'aurais fait un vol plané. Je n'ai pas fait de vol plané. Voilà. Ensuite, Et ouais, Mediapart je sais a plus. interviewé un témoin qui a témoigné les avoir vus vous tirer, avoir vu les policiers vous tirer, Oui, mais effectivement. il y a plein de gens qui témoignent, plein de gens qui témoignent autour de. Ils m'ont pas vu tomber, personne n'a vu tomber, mais c'est ce que j'explique parce que je suis tombée sur moi-même. Et d'ailleurs hier on m'a envoyé une photo où on voit bien que je m'écroule sur moi-même. Je suis très contente parce que les vidéos affluent et finalement c'est ce que j'ai dit depuis le début. Voilà, c'est que on m'a donné un coup de matraque dans la tête derrière. En même temps, je pense que le bouclier. Mais quand même, je ne sais pas si vous le savez, mais le vendredi après, donc presque une semaine après, le procureur est venu s'excuser en disant qu'ils avaient bien les images d'un policier qui me frappe. Oui, Donc c'est effectivement. celui du bouclier. Mais il ne parle pas celui de la matraque derrière. Mais comment s'explique le trou dans la tête si moi je pense que j'ai perdu connaissance à partir de ce coup de matraque que je m'inquiète depuis le début. Et Voilà. en parallèle, on a eu des témoignages de street medics qui ont dit qu'ils n'ont pas pu vous approcher, qu'on voit d'ailleurs sur les vidéos, Mais non, qui peuvent pas Souchi, vous le approcher. commissaire Souchi, les a interdits de m'approcher et les a même fait envoyer en garde à vue 10 heures chacun. C'est scandaleux. Quand je vous dis, mon dossier, c'est que des bavures policières. C'est grave, grave. Hein. Euh, il y a même le capitaine des gendarmes qui a refusé d'écouter Souchi. Et c'est pour ça il a mis des grands flics costauds après derrière moi. Mais bon, voilà, il faut analyser tout ça, quoi. Et autour de Voilà. ces zones d'ombre, justement, il y a ce que vous expliquiez, c'est qu'il y a des policiers qui sont venus dans votre chambre. Autant le Hmm. quotidien qui a voulu vous interviewer très rapidement était empêché d'entrer à l'hôpital alors même que vous lui avez donné votre autorisation. Mais par contre, les policiers, eux, se sont empressés de venir vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Alors moi, j'ai dit depuis le début que donc le dimanche matin, donc 12 heures après que je me sois réveillée du coma, donc le dimanche matin est arrivé, moi je maîtrisais pas du tout l'heure. Après je vais vous raconter. Donc moi j'ai vu deux policiers rentrer dans ma chambre qui ont essayé de me faire dire que c'était un journaliste. Alors moi je leur ai dit parce que j'ai quand même les images avant que ça m'arrive. J'ai dit mais attendez le journaliste il était à 2,50 m en diagonale à côté de moi sur la gauche. J'ai dit non je vois pas ce journaliste me faire tomber. Puis pourquoi un journaliste me ferait tomber? Donc ils sont partis. Après, il en arrive deux autres, je sais pas, moi je dirais demi-heure après, deux autres hommes. Pareil, ils veulent me faire interpeller. Je dis non, je dis à vos collègues que non, ça tient pas debout cette histoire. Je vois vraiment pas pourquoi et comment ce journaliste qui a 2,50 m me fait tomber. Et après, il est venu deux femmes, deux policières. Donc les six, donc moi je raconte ça depuis le début, qu'ils ont essayé de faire, donc il y a subordination là. Et puis finalement, mon avocate, la semaine dernière, est allée voir mon dossier qu'elle n'arrive toujours pas à voir. Et quand même, ils ont laissé regarder les 160 pages de synthèse du tribunal. Et là, les six policiers, ils m'ont posé tout à fait une autre question. Et mais ce que j'apprends, bon, maintenant c'est ma parole contre six, ils vont certainement dire que j'étais malade. Et maintenant, j'apprends qu'ils sont venus à 7h32 du matin, un dimanche matin, où il y avait personne dans ma chambre, on les a laissés passer, et, les six m'ont posé une question tout à fait banale, qui n'est pas du tout celle que je dis moi. c'est D'accord. fort de café quand même. Alors si c'était une question banale, pourquoi ils sont venus à 6 me faire dire quelque chose? Enfin bon, je me rappelle plus que c'était mais quand même j'ai dit avec l'autorisation du cadre de santé à 7h32
Et les deuxièmes sont venus avec l'autorisation d'un deuxième cadre de santé. Euh, euh, mais si on vient à 7h32 du matin, c'est qu'on a quelque chose d'important à dire. Hein. Enfin, voilà. Et à Bon, l'inverse, maintenant, le média Le Quotidien qui a essayé de vous interviewer, ça a été La Croix et la Bannière. On a prétexté votre santé pour ne pas leur laisser accéder à votre chambre. ah non, mais Votre personne parole n'avait le droit là. dérangée? Oui. Ben, je sais pas, personne. Bon, après, la préfecture avait mis quelqu'un qui gardait ma porte 24 heures sur 24, et donc j'étais considérée. Alors il y en a qui me disaient parce que j'étais une terroriste, et d'autres me disaient non, c'est pour votre protection. Donc ils ont permis que mes filles et mes petits enfants aînés, ma sœur veut dire, mais c'était aussi la Croix-la-Bannière, il fallait qu'ils montrent leur carte d'identité. Et un jour, ma petite, elle a dit, ça va, je vous montre rien du tout. Je suis la fille et vous me voyez depuis quelques jours. Et en plus, euh, ma fille, ma fille a dit, je comprends pas. Elle a été infirmière 15 ans à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'aurait jamais accepté ça. C'est pas aux gens de la santé d'accepter ce genre de situation. Mm. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée ici le 2 avril, donc il y avait toujours ce garde devant la porte qui a demandé au cadre de santé de dire qui devait rentrer et qui ne devait pas rentrer. Et le cadre de santé lui a dit, mais attendez, c'est pas du tout notre rôle de jouer ce rôle-là. Comme elle disait ma fille depuis le début, nous, déjà on manque de personnel, on va pas jouer ce rôle-là. Donc ils l'ont pas joué et le fameux type de la préfecture, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Mm. Et le fait que le procureur s'empresse de dire que vous n'aviez pas été touché par les policiers, s'empresse de donner sa version des faits, il y a une ressemblance avec le cas de Zineb Redouane qui a été tuée Tout à fait, tout à après fait. avoir reçu une grenade lacrymogène à Marseille le 1er décembre, où de même le procureur s'est empressé de dire qu'elle a été morte suite à un choc au bloc opératoire et que la grenade n'était pas du tout en lien avec sa mort, qu'elle Alors, était tombée sur le balcon alors qu'elle lui est arrivée en pleine figure. Comment vous pouvez expliquer voilà ce parallèle d'étouffer les affaires, hein, vraiment d'étouffer les affaires. Parce que justement, le 15 avril, j'avais donné une conférence de presse qui devait passer à 19h sur les chaînes et Macron devait parler à 20h. Donc mon avocat m'avait téléphoné en me disant vous avez posé des questions à Macron comme si c'était votre petit-fils et vous allez lui dire pourquoi vous étiez descendu sur la place ce jour-là, lui parler des services publics qu'il est en train de tout casser. Et après, ça finissait par poser la question de Madame Redouane, qui était complètement ignorée, que ça faisait 5 mois qu'on n'en parlait plus et que c'était très grave. Donc, j'avais posé toutes ces questions à Monsieur Macron. À la fin, je lui disais qu'on lâcherait rien. Mais c'est le jour où, à 19h, Notre-Dame commençait à brûler. Et donc Macron n'a pas parlé, et moi non plus, mais il y avait ce questionnement sur Madame Redouane, parce que franchement, c'est grave de chez grave. Donc on cache les bavures policières. Enfin, écoutez, je veux pas dire qu'on est en dictature, mais quand même, il y a une dictature larvée quand même qui se met en place. Et ça, si les gens n'en prennent pas conscience, ça va être grave. Enfin, beaucoup de gens m'en parlent, et pas que des gens de gauche, des gens qui font pas de politique me parlent de cette dictature larvée quand même. Quand vous voyez que la semaine dernière, ils fichent tous les gens qui viennent à l'hôpital, qui des manifestations, c'est quoi ce fichage? Vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui tourne plus rond en France. Hein. Voilà. D'ailleurs, Donc, ouais. D'ailleurs, jeudi dernier, Macron s'est exprimé suite au grand débat via une voie de conférence de presse. Et justement, les journalistes ont été triés sur le volet et Mediapart, qui comptait poser une question sur les violences policières, n'a pas été autorisé à prendre la parole. On leur a pas donné le micro. Donc on voit bien qu'en fait, Notre-Dame ou pas, il y a une volonté aussi de surtout faire taire cette question des violences policières. Oui, mais ça les a servis pendant une bonne semaine, blablabla.
Et il fait que ça en boucle sur toutes les chaînes. Bon, c'est que les chaînes sont à leur service, à son service, au service du libéralisme et compagnie. Mais attendez, je vais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Ah oui, cette conférence de presse. Moi, personnellement, j'attendais rien de lui. Mais enfin, il a été plus que décevant, hein, parce que il a rien annoncé par rapport aux revendications des Gilets jaunes, dont je fais partie. Il a fait aucun geste, aucun geste. Le geste que les maris payent pas les pensions, bon, ça existait déjà, mais ça existe depuis 30 ou 40 ans que la femme elle doit porter plainte sur son mari qui ne paye pas, et après c'est la CAF qui prend le relais. Bon, le gros problème c'est que les femmes portaient pas plainte trop souvent parce que c'était quand même le père des enfants, hein, voilà, et puis aussi qu'il n'y avait pas trop de suivi. Parce qu'après, c'était la CAF qui payait, et puis la CAF se retournait contre le mari ou contre le compagnon. Bon, donc, il n'a fait que dire de parler d'un truc qui se faisait déjà, quoi, par la CAF. J'ai pas vu qu'il faisait plus que ça, quoi. Vis-à-vis des retraités, parce que enfin il y avait des propos qui avaient choqué très largement en France, et c'était ceux qui vous ont adressé les propos que vous a adressés Macron là, qui ont énormément choqué sur le fait de vous conseiller une forme de sagesse, suite à quoi voilà, vous avez reçu énormément de soutien. On a vu dans Ah dans ben les oui, manifestations des pancartes de oui, retraités qui oui. revendiquaient leur droit à manifester et qui protestaient contre ce mépris, parce que vous l'avez ressenti Alors, comme une forme de mépris, ces propos-là? ah ben, on dira que c'est un de plus, hein. C'est un de plus. Donc, moi, je lui ai répondu, je sais pas si c'est passé sur les ça, j'ai répondu à plusieurs médias là-dessus. Moi, je trouve que je suis sage parce que justement, je suis auprès du peuple et la souffrance du peuple et tout ça, que c'est lui qui est pas sage parce que qu'est-ce qu'il fait? Et là, on l'a vu avec la conférence de presse de la semaine dernière, il fait absolument rien, aucun geste. Donc, il est mais à se demander s'il est capable de comprendre, parce que nous, on se lève tous les matins, on a des sentiments à gérer, eux, ils se lèvent, ils ont des millions, des milliards. Donc, est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre le peuple, et est-ce qu'ils ont la volonté de le comprendre? Bien sûr que non, enfin. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aux gens, c'est nous, on est nombreux, et il faut que on se mette tous ensemble et qu'on dise on veut plus de cette société, parce que hier j'avais l'interview de petits jeunes super, plutôt à gauche, et il me disait, mais alors vous là maintenant, vous dites quoi la priorité? Alors c'est vrai qu'ils ont tellement détricoté tous les... enfin je sais pas, quand j'étais jeune, on n'était pas riche, mais on vivait, on vivait. Et on va dire que depuis 84, avec ce capitalisme financier, on vit plus là, hein. Je veux dire, ils ont tout détricoté, c'est terrible. Bon après, quand même, j'ai dit, ben, la première chose que je ferai, c'est que déjà, il n'y a plus de gens dans la rue, mais surtout refaire des vrais services publics. Mm. Voilà, Et, ceux juste, du Conseil national de la résistance, et et pas ceux justement, qu'on a maintenant. Et justement, ces propos, c'est aussi ce même mépris qu'il affiche vis-à-vis des retraités qui se sont largement mobilisés pendant ces 5 mois de mouvement des Gilets jaunes aussi, et qui attendent beaucoup Oui, plus, qui sont pas oui, satisfaits aujourd'hui des non. annonces d'indexation des retraites Tout à sur fait. l'inflation. Alors, parce que déjà, les retraités, ben, on vit de plus en plus mal. Il faut savoir que notre retraite a augmenté de 0,3% en 2018 après avoir stagné pendant des années, et que le coût de la vie a augmenté de 1,8. Vous voyez, on a perdu 1,5 de notre pouvoir d'achat. Donc, après, il y a que les retraités, ben, on fait beaucoup de boulot pour nos enfants et nos petits-enfants, garder petits-enfants, tout ça, et qu'on voit quoi? On voit un avenir noir pour nos enfants et nos petits-enfants, quoi. Même avec un bac+5, il n'y a pas de travail. Donc, ils ont le souci de leur progéniture, mais aussi, comme ils disent souvent sur les ronds-points, on survit, on vit plus, quoi. Mm. Donc, et tout en sachant que il y a plein d'argent à côté dans les paradis fiscaux, et que nous, à TAC, on dénonce tout ça depuis 20 ans, et on dit qu'un autre monde est possible, mais construisons-le ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas trop de monde autour de nous, parce que les gens, ils étaient dégoûtés. Et ce que j'ai bien aimé dans les Gilets jaunes, c'est ça. C'est-à-dire que le 17, bon, j'ai entendu diesel, mais j'ai entendu aussi taxes. Moi, je suis contre les taxes, et notamment, je me bats contre la TVA depuis des années.
qui est l'impôt le plus injuste. Mais le 18, je ne sais pas pourquoi, je suis jamais devant la télé, j'étais devant la télé et je vois quoi? Je vois un interview de rond-point, je vois une femme, j'ai 600 euros, je peux pas donner le 3 du mois, j'ai rien donné à manger à mes enfants. L'autre qui dit j'ai 800 euros, je peux pas payer mon loyer. Et là, je dis enfin, ça y est, les gens descendent et ils osent dire qu'ils sont pauvres, mais ils ont compris qu'ils sont pas pauvres à cause d'eux, mais à cause des institutions et de la politique mise en place. Ah, j'étais contente et depuis je suis gilet jaune. Voilà, donc, et oui, mais parce que j'en rêvais depuis 45 ans, 50 ans que les gens descendent. Parce que, en fait, avant, bon, moi, je signais beaucoup de pétitions, je vais sur les marchés, enfin bon, je suis une militante de base, comme je dis, je suis une citoyenne prolo, et mais les gens, dès que vous leur disiez, voyez ce qu'il nous faut à nous les pauvres, les gens, paf, ils se rétractaient. Et les gens, ils n'aimaient pas entendre qu'ils étaient pauvres. Oui. Mais parce qu'ils pensaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils pensaient qu'ils étaient pauvres parce que c'est eux qui ne savaient pas gérer, c'est eux qui ne savaient pas y faire. Et là, tous les ronds-points, j'ai vu le film de Ruffin aussi, Je vis du soleil. Et là, vous voyez des gens qui s'expriment et qui ont compris que c'est pas à cause d'eux. Et aussi parce que les jeunes, ils ont créé des liens dans les carrefours, mais magnifiques. Les gens ne se parlaient plus, là, ça y est, les gens se parlent. Autre chose, vers le 20 du mois, nous, les syndicats, vers le 20 décembre, si on est en grève, on rentre chez nous parce qu'il va y avoir Noël. Eux, ils ont dit, mais nous, on n'a rien à perdre, on fera Noël sur les ronds-points. Et je trouve ça magnifique de chez magnifique. Bon, ce que je reprocherai, entre guillemets, c'est qu'ils n'attaquent pas le patronat. Mais après, j'ai compris pourquoi aussi, parce que dans les ronds-points, il y a des artisans, il y a des petits entrepreneurs. Donc tout ça, ils étaient sur les ronds-points, mais quand même, ils n'ont pas la notion. Enfin, j'ai pas trop entendu dans les premiers temps qui parlent des multinationales. Donc le monde aujourd'hui, depuis 84, il est tenu par qui? Par les banquiers, par les assurances et par les multinationales. Et les multinationales, ils n'en parlent pas trop, mais ça commence, hein, parce que je reçois pas mal d'images des gilets jaunes. Maintenant, derrière leur dos, on voit bien, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu MEDEF, Pourri, enfin, je sais pas quoi. Donc, ils commencent à... Et puis, moi, je trouve qu'en 5 mois, ils ont beaucoup évolué politiquement aussi. Oui. Même s'il reste encore il y a des fachos. Mais bon, ils se trompent d'adversaire quand ils pensent que c'est les migrants qui viennent manger leur pain. Donc, mais moi, je trouve qu'en 5 mois, ils ont vraiment progressé et je suis fière d'être avec eux, quoi. Là, nous, on a reçu une vidéo du rond-point à côté de chez moi, de Raph Cantaron. Mais elle est magnifique, leur vidéo, magnifique. Je retirerai pas une virgule, j'en mettrai pas une de plus, tellement ils ont évolué, tellement... Voilà, c'est pour ça que maintenant, il faut faire cette convergence des luttes. Parce que si maintenant on comprend pas qu'il faut être tous ensemble, ben, une fois de plus, on va perdre. Et vous dites que vous militez depuis 50 ans. Vous étiez vous êtes retraitée, mais vous étiez éducatrice spécialisée, c'est ça? Quel était un peu votre Voilà, parcours? j'ai même été chef de service, de ce qu'on appelait la DAS autrefois, le foyer de l'enfance. Oui, mais disons que à partir du moment où j'ai commencé à militer, parce que moi je viens pas de gauche, je viens d'une famille, on va dire, de droite extrême, pétainiste, pigoliste, et quand j'ai commencé à militer en 75, en fait je déménage dans un quartier où ils ont construit 300 villas, ça s'appelait les plans Chalandon, les Chalandonnettes. Donc ils ont construit 300 villas, 230 accessions à la propriété et 70 HLM. Et j'arrive je suis moi-même en HLM, je n'ai jamais pu acheter parce que je viens vraiment de familles très pauvres. Et là, j'arrive, il y a 250 enfants dans le village, 1200 habitants, pas d'école. C'était un quartier, quand on descendait dans la commune, la Trinité, il n'y avait pas de place entière pour nos enfants. Donc le maire il fait construire il donne son accord pour 300 villas et il projette même pas qu'il va y avoir 250 enfants, enfin élèves. Donc là, ben, j'adhérais malgré moi parce que j'étais pas du tout à ce bord-là à Fédération Cornec. Donc tout de suite, ben, dès que vous rentrez dans ces mouvements-là, ben, vous en apprenez plein. Après, j'ai adhéré, on s'est battu, c'est moi qui ai monté l'association de défense des locataires parce que on avait des conditions, les villas étaient très belles, c'était des duplex, enfin, c'est magnifique, mais tout était fait de briques et de brocs,
comment ça s'appelle, les réservoirs d'eau chaude. Ils avaient traîné 2 ans sur un parking, ils étaient tout rouillés. Enfin, l'électricité sautait sans rien. Enfin bon. Donc, je suis allée monter avec la Confédération nationale du logement une association de locataires. Et puis là, ils me disent, mais vous savez, madame, enfin, je m'avais parents à l'époque, maintenant, on a ouvert notre Confédération nationale du logement aux copropriétaires parce que, en fait, ils sont locataires d'une banque pendant 30 ans. Alors, il me dit, vous devriez monter les deux. Ça fait que tout le village a adhéré à cette association et on s'est battu, et contre un maire qui était médeciniste, enfin sans étiquette, mais soutenu par médecin à l'époque, par Jacques Médecin. Et là, donc, j'ai commencé à évoluer avec plein de gens. Alors, on a eu l'école, bon, en préfabriqué, on a gagné au bout de 6 mois quand même, face à Jacques Médecin, qui était notre député. Et puis là, j'ai rencontré dans ces associations des belles personnes, des pédagogues de l'école et tout ça, des trotskistes, tiens, justement, des trotskistes, des communistes, tout ça. Et puis, qui c'est qui soutenait toutes les associations qu'on avait montées? Eh bien, c'était les communistes. Donc, j'ai fini par adhérer au Parti communiste en 1977. Bon, j'ai tué mes parents parce qu'ils étaient anticommunistes, primaire. Voilà. Et puis voilà. Et après, je n'ai eu de cesse d'apprendre. Et le Parti communiste m'a beaucoup apporté. J'y suis plus depuis 1989, ça va faire 30 ans. Mais je jette pas le bébé avec l'eau du bain parce que j'ai rencontré des gens formidables de terrain, des intellectuels qui m'ont fait lire des livres et tout ça. J'ai fait l'école du parti, donc je suis marxiste. Hein. Je suis toujours communiste, mais je suis plus au PCF parce que par rapport au pays de l'Est, voilà, voilà, j'ai déchiré ma carte par rapport au pays de l'Est parce que je trouve que le Parti communiste a trop caché pendant longtemps qu'il y avait des choses qui n'allaient pas non plus. Alors on avait écrit ce livre qui s'appelait L'URSS et nous à l'époque, mais c'était, et puis il y avait le journal Le Regard quand même qui nous informait bien, et j'avais un pied dedans, un pied dehors, et puis j'ai fini par sortir quand ça a craqué dans les pays de l'Est, parce que là j'ai vu quand même qu'on m'avait berné, quoi. Voilà. Et du Oui, coup, je suis quand même au niveau professionnel, vous étiez retraité, au niveau professionnel, vous étiez éducatrice spécialisée. Alors, pour ma vie professionnelle, enfin bon, j'ai commencé comme comptable quand j'étais jeune, et puis après, j'étais dans le Tarn à ce moment-là, je suis venue me marier à Nice, et puis j'ai travaillé un petit peu prix unique comme vendeuse parce que je voulais avoir le même jour de repos que mon mari qui était cuisinier. Et dans la comptabilité, on me donnait samedi, dimanche. Et mon mari avait le mercredi, jeudi de repos. Donc j'ai choisi un métier où j'étais en congé en même temps que mon mari. Puis après, je suis restée 15 ans à la maison à élever mes enfants et beaucoup d'enfants chez moi. Et puis un jour, j'ai été féministe quand même et j'ai décidé d'aller travailler parce que voilà, je voulais mon indépendance financière. Et donc j'ai voulu me faire recycler comme comptable au Greta. Et pendant 3 ans, ils m'ont jamais appelé, je faisais que les relancer. Et après, un jour, ma sœur, qui était femme de ménage au foyer de l'enfance, m'a dit, il cherche une cuisinière. Et moi, j'avais appris la cuisine à ma mère, avec mon mari. Et je me suis présentée. Et puis, je faisais la cuisine dans les colonies de vacances aussi l'été. Donc, je me suis présentée comme cuisinière. Et quand je suis rentrée dans le foyer de l'enfance, j'ai tout de suite dit, mais c'est éducatrice que tu devrais être. Ça m'a pris aux tripes. Et je me suis donné les moyens, donc de passer le bac à 43 ans. Et puis après, ouais. Et puis après, j'ai passé le concours d'EduxP, je l'ai réussi. Et je suis partie donc à l'école à Marseille. Et puis voilà, et j'ai réussi. Et après, j'ai été chef de service. Voilà, et c'est un métier qui m'a beaucoup plu. Mais j'aimais beaucoup mon métier de cuisinière aussi, parce que j'adore faire la cuisine. Et je fais toujours la cuisine. Mais éducatrice, c'était vraiment ce qui m'a pris au trip. Voilà, voilà. Auprès d'enfants, Mais bon. alors. Alors, auprès d'adolescents, les plus durs, c'est ce que je préférais. D'abord les garçons, et puis après auprès des filles. Et j'ai même tenu des studios de garçons et de filles. Et puis après, j'ai été chef de service dans une petite structure de petits.
Et puis après, j'ai été chef de service chez les adolescents, garçons. Et vraiment, c'est un travail très, très intéressant, mais on manquait de moyens. En 2000, j'ai écrit, j'avais monté la CGT en 84, et en 2000, j'ai écrit un livre qui s'appelle le livre noir de la maltraitance institutionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire sur les foyers de l'enfance, à peu près 2 mois. Ce qui mettait dans ce documentaire, c'est exactement ce qu'on vivait nous, les personnels, ce que vivaient les enfants et les ados. Et j'ai vu que ça n'a pas changé. Et, bon, enfin, j'ai écrit ce livre noir avec les copines de la CGT et on a gagné 2 éducateurs de plus et 2 personnels de plus par structure. Mais, euh, mais après, ça n'a pas arrêté de se dégrader sans arrêt. Enfin, moi, j'ai toujours un regard sur le foyer de l'enfance, le service public, c'est terrible. Ben, je le vois ici de l'intérieur. Hein. Donc, dans ma conférence de presse, j'avais dit à Macron, d'ailleurs, ça n'était pas passé, j'avais dit à Macron, le service public, et notamment ce que je vivais de l'intérieur. Ils sont 12 sur l'organigramme, et en fait, ils travaillent à 6 et ils se démènent comme des malades pour nous satisfaire, euh, mais ils sont pas gagnants, nous non plus. C'est vraiment la case de service public par l'intérieur, c'est terrible, terrible. D'accord, bah Voilà. merci en tout cas pour ce petit parcours sur Voilà. votre vie personnelle. Et du coup, Ouais. je voulais en revenir à une dernière chose. Donc Macron, quand il vous a conseillé une forme de sagesse, c'est-à-dire de rester chez Mm. vous, de pas manifester, il y en a une autre que ça a choqué. Donc c'est Milfet Redouane, la fille de Zineb Redouane, qui a écrit, qui quand elle a entendu ses propos, s'est sentie vraiment insultée et choquée. Elle a écrit une lettre ouverte à Macron qu'on a publiée sur Révolution Permanente où Ah, elle, vous pouvez me l'envoyer? voilà, oui, bien sûr. Justement, Ouais. où elle vous témoigne tout son soutien, où elle dit à quel Oh, point, voilà, ça l'indigne d'écouter des propos pareils. Et en plus, elle raconte elle rappelle que sa mère était chez elle et que elle aurait pas pu prendre plus de précautions que celle d'être chez elle, quoi. Elle fermait juste ses tout à volets et fait, pour tout à autant, elle fait. était touchée par la répression. Donc, quelque part, dans ce discours gouvernemental, il y a aussi, enfin, comme on peut le voir dans votre cas à vous, cette volonté de faire porter la responsabilité de la répression aux manifestants qui seraient pas assez Oui, tout à fait, prudents, qui... tout à fait. La sagesse, c'est nous, quoi. C'est Mm, pas Macron, c'est nous mm, qui nous battons au quotidien, quoi. Voilà. Alors, pour la lettre de la fille de Madame Redouane, mais déjà, vous pouvez marquer que je soutiens la famille, je remercie la fille, voilà, que je viens d'en prendre connaissance que maintenant et que je vais essayer de lui répondre par lettre ouverte aussi, hein. Voilà, d'accord. Et du voilà. coup, là, le maître Halimi a déposé 3 plaintes. Qu'est-ce que vous attendez un petit peu de ces procédures judiciaires? J'espère qu'il arrive à faire toute la clarté, hein, comme il a fait déjà la clarté dans l'affaire de Rémi Fraisse de Sivens, enfin, qui était de Toulouse, mais qui était venu voilà, soutenir les gens de Sivens. Donc, puis je sais qu'il est spécialiste de ça, donc j'espère qu'il va faire toute la clarté avec mon avocate Mireille Damiano aussi. Voilà, voilà. Puis il y a Attaque aussi, Attaque France qui a porté plainte, parce que je suis porte-parole d'Attaque dans les 06, et que Attaque France trouvait que c'était complètement injuste aussi. Ils ont le même avocat que moi, Maître Alemi. Voilà. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, vous comptez reprendre le combat quand vous serez sorti de l'hôpital? Comment vous pensez? Ah oui, 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 oui. Dès que je vais bien, je serai de toute façon jusqu'à la fin de ma vie. Vous savez, quand vous avez mis 3 enfants au monde et que j'ai 5 petits-enfants et que vous voyez cette société, bon, je veux pas que mes petits-enfants ils héritent de cette société-là. Franchement, Attaque, on dit un autre monde est possible, construisons-le ensemble. Et je veux vraiment qu'on construise un autre monde parce que c'est pas possible de laisser ce monde à nos enfants. Voilà. Donc dès que je serai bien, je serai dans la rue. Mais vous savez, je suis là, je suis au service donc de convalescence depuis le 2 avril. Depuis le 2 avril, je fais un travail syndical très important auprès des employés d'ici. Donc moi, je suis quelqu'un de terrain. Voilà, je suis, comme je dis, une citoyenne de terrain et je quitterai jamais le terrain jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. D'accord. Bah, merci beaucoup, Geneviève, pour ce témoignage Voilà. très touchant. Il faut dire aussi qu'on garde l'espoir d'y arriver. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'espoir avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes nous ont permis de rebondir et il faut vraiment qu'on rebondisse avec eux.
Voilà. Mais merci à vous, hein, c'est Merci gentil. beaucoup.